Merci à tous de vous être connectés. Bienvenue dans ce deuxième webinaire, donc intitulé Impact des infrastructures ENR sur la biodiversité, ENR pour énergie renouvelable. Le webinaire, c'est le deuxième parce qu'il fait partie d'une série de webinaires organisés dans le cadre du dialogue territorial énergie, qui s'étend sur 15 mois et qui a débuté maintenant depuis 6 mois environ. Ce dialogue, c'est une démarche de concertation lancée sur le territoire. On va présenter juste rapidement le déroulé de ce webinaire. Il y aura une petite introduction et une présentation des intervenants. Ensuite, on ira sur une intervention du Parc national des Écrins avec Julien Guillou, qui nous parlera du cadre juridique, donc des ENR, des ENR en lien avec la biodiversité. Et on aura ensuite deux exemples pour illustrer tout ça. Et ensuite, on parlera des impacts des installations hydroélectriques sur la biodiversité avec Stéphane Boyer de l'Office français pour la biodiversité. Et on aura quelques minutes en fin de webinaire pour des questions et un temps d'échange. Moi, je suis Wajma, je suis chargée de mission en charge de ce dialogue territorial énergie au PETR. Je travaille donc avec Niels et Mathilde qui sont ici sur ce dialogue, qui vont se présenter rapidement et puis ensuite on passera dans le vif du sujet avec la première intervention. Mathilde, peut-être si tu veux juste te présenter en... Oui, très Ouais. bien. Mathilde Boissier, je suis chercheuse à l'INRIA, un institut d'informatique et d'automatique à Grenoble, et je travaille sur les modèles qu'on peut créer pour essayer de mieux comprendre l'environnement. Moi, mon rôle, c'est aussi d'essayer de transmettre ces modèles pour qu'ils soient utiles pour la décision démocratique. Et donc, c'est un des objectifs aussi scientifiques de ce projet, et Niels va parler un peu plus du coup, de ce partenariat avec des scientifiques. Merci beaucoup. Niels Ferrand, je suis chercheur à l'Institut national de recherche en agriculture, environnement et alimentation, l'INRAE, et je pilote des activités dans le domaine de la participation et ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire la décision et la façon dont elle peut être transformée pour s'adapter ou aider tout le monde à s'adapter face aux défis actuels. Donc ce projet, il a été commandité et demandé par le PETR du Briançonnais, Guillestrois-Queyras, Pays des Écrins, et il vise à assurer une concertation et la recherche scientifique est là pour proposer deux choses. D'une part, des méthodes de participation, donc tout au long du processus, une nouvelle façon de remettre en concertation, en dialogue l'ensemble des acteurs, des parties prenantes du territoire sur des questions d'énergie et puis d'autre part, de mobiliser l'état des connaissances scientifiques au travers de diagnostics, au travers de modèles, au service de tous les acteurs du territoire et de s'assurer que cette connaissance soit réellement utile dans ces dispositifs. Voilà en gros le travail qu'on est censé faire. Voilà, je vous laisse continuer et on intervient tout au long de ce processus avec les différents partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, je propose de laisser la main à Julien Guillou, donc du Parc national des Écrins. Tu veux y aller? Ok, merci Mathilde. En fait, je suis assis à côté de Niels et du coup, il y a marqué Niels Ferrand, mais c'est bien moi, Julien, que vous voyez là. Voilà, donc Niels s'est caché. Euh, donc voilà, je ferai une petite introduction pour rappeler quand même ce que c'est que le parc national. Un parc national, c'est un territoire qui est composé de deux grandes zones. La zone un peu verte foncée au milieu de la carte que vous voyez, ça s'appelle le cœur. C'est le nom réglementaire. Et c'est la partie protégée du parc national, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation spéciale qui s'applique dans le cœur. Pas le droit de ramasser des fleurs, de faire du feu, de faire du VTT, etc. Et donc les 11 parcs nationaux ont donc 11 cœurs protégés, ce qui représente 0,7% du territoire français, sachant que la totalité des espaces protégés en France, c'est 1,4%. Donc les cœurs du parc national, c'est la moitié des territoires protégés de France. Quand il y a des projets d'énergie renouvelable dans un cœur de parc national, le projet doit être conforme avec les souhaits du directeur du parc national, qui va accorder ou pas une autorisation. Alors maintenant, la deuxième zone, qui est en vert un peu plus pâle, que vous voyez sur la carte, qui est plutôt périphérique,
Elle s'appelle l'aire d'adhésion, c'est-à-dire que les communes adhèrent ou n'adhèrent pas pour 15 ans lors d'un vote en conseil municipal. Et quand une commune adhère, par exemple, puisqu'on parle du Briançonnais, on peut parler de Métiers-les-Bains, de l'Argentière d'ABC, des Vigneaux, etc. Oui, enfin, la vallée de la Valouise, excusez-moi. Quand il y a des projets d'énergie renouvelable sur ces communes en bas de vallée, hors cœur, dans l'aire d'adhésion, le parc est consulté pour avis, mais son avis n'est que consultatif. Donc la préfecture qui nous consulte en général, ou la DREAL qui nous consulte, fait bien ce qu'elle veut de nos avis. Voilà pour ce rappel rapide de- du rôle du parc national sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Alors on va passer maintenant au volet plutôt biodiversité. Ah non, encore un cadre juridique, excusez-moi. On m'avait demandé un peu d'expliquer les procédures, parce qu'on parle beaucoup de procédures quand on veut faire un projet d'énergie renouvelable. Alors la procédure classique, elle se déroule en deux temps. Vous avez un projet, de faire une chaufferie bois par exemple. Vous contactez l'Adréal à Marseille, qui vous dit si vous devez faire une évaluation environnementale, qui est le nom pompeux de ce qu'on appelle une étude d'impact. Donc l'Adréal va vous dire, mon ami, vous faites une étude d'impact ou pas. Et puis après, le dossier passe à la préfecture, et la préfecture va générer une autorisation pour faire votre projet ou pas. Et cette autorisation, elle est générée dans un arrêté préfectoral. Et l'arrêté préfectoral va contenir des dizaines et des dizaines d'articles qui va préciser le cadre de votre projet. Vous pouvez faire une chaufferie bois qui sera à tel endroit, qui aura telle puissance, le bois devra provenir de tel endroit, etc., etc. Alors maintenant, vous avez, à côté de ces procédures classiques, je dirais, un certain nombre de dérogations qui sont possibles. Et là, j'en ai retenu deux qui sont celles les plus susceptibles de- d'impacter, j'ai envie de dire, ou de concerner le PETR du Grand Briançonnais. La première loi dont vous avez sûrement entendu parler, c'est les zones d'accélération des énergies renouvelables. Alors, l'intérêt de cette loi, ah, là, Non, ça pardon, a sauté. excuse-moi. Oui, je dois admettre quelqu'un, mais je n'arrive pas à le faire. Voilà. Continue. L'intérêt de cette loi, c'est qu'elle met en place une planification territoriale, c'est-à-dire qu'il y a un responsable de la planification dans chaque préfecture. Et l'idée, c'est que sur chaque territoire, par exemple le PETR de Briançonnais, eh ben, il y a une réflexion qui soit commune entre tous les partenaires, toutes les communes, pour avoir un bon équilibre. Donc c'est déjà un petit peu ce que faisait le PETR avant cette loi-là, mais maintenant c'est formalisé. On peut le dire comme ça. L'autre côté de cette loi ZAENR, c'est que le but du jeu, c'est de simplifier les procédures et d'accélérer les instructions. Et pour faire cette simplification, il y a différents aspects, et un aspect qui peut être gênant, c'est que quand un projet d'énergie renouvelable est déposé, la loi précise que automatiquement, le projet est présumé répondre à un intérêt public majeur. Et donc, un projet qui répond à un intérêt public majeur peut être accéléré et peut ne pas tenir compte des espèces protégées. C'est-à-dire que cette loi d'accélération des ENR, elle permet, pas en totalité, mais pratiquement, de déroger à la protection des espèces et de pouvoir les détruire sans procédure. Donc ça peut parfois être un petit peu choquant. Deuxième dérogation, il y a un décret qui est sorti pour éviter l'artificialisation des terres, notamment la perte des terres agricoles. Le monde agricole perd énormément de terres avec l'urbanisation. Et là, dans le cadre des énergies renouvelables, eh bien, dans cette loi sur l'artificialisation, il y a une dérogation aussi qui dit que quand un parc photovoltaïque va être construit au sol, sur un alpage, sur des terres agricoles, ou quand on défriche sur une forêt, on considérera que ça ne sera pas de l'artificialisation. Donc ça ne sera pas comme artificialisation. Alors, ces deux procédures dérogatoires peuvent être un peu choquantes, mais je rappelle quand même deux choses. C'est que nous sommes soumis à la loi montagne. La loi montagne, elle date de 1985. Elle visait surtout à la protection des terres agricoles face à l'urbanisation et elle s'applique toujours. Du coup, la loi des zones d'accélération d'ENR face à cette loi montagne, elle n'a pas tellement de sens puisque la loi montagne prime encore. Cette loi des zones d'accélération ne s'applique pas dans les parcs nationaux. La loi est faite comme ça. Au regard des enjeux environnementaux qu'il y a dans les parcs nationaux, elle ne s'applique pas.
Et puis, dernière petite chose, la petite croix que j'ai mis là, la petite croix rouge et blanche, c'est suisse. Vous l'avez reconnu. C'était pour vous dire qu'au mois de juin dernier, dans le canton des Grisons et du Valais, il y a eu une votation. Vous savez que les Suisses font des votations. Et les Suisses ont refusé ce même cadre dérogatoire, sous prétexte justement de protection de leur biodiversité. Donc, ils ont dit, on ne veut pas d'accélération chez nous. On fera la procédure normale et, et on ne fera pas de procédure accélérée. J'en ai fini pour ces principaux cadres juridiques, on pourrait y revenir aussi. Et là, du coup, bah, je passe plutôt, je crois, à l'aspect biodiversité. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours sur la biodiversité. Il me semblait important de retenir deux choses. La biodiversité, ce n'est pas une somme, une quantité d'espèces. Vous pouvez avoir 1000 espèces dans un milieu qui sera pauvre et 4 espèces dans un milieu qui sera riche. Donc la biodiversité, c'est fonctionnel. C'est le fonctionnement et les interactions entre les êtres vivants et ça évolue fortement. Vous pouvez avoir une parcelle agricole qui est dégradée et qui va gagner en biodiversité selon les actions qu'on va mettre dessus. Vous pouvez avoir une forêt qui a une très forte biodiversité et qui va perdre en biodiversité. L'évolution est perpétuelle. Et c'est ce fonctionnement, c'est ces interactions entre les êtres vivants qui est la source de services écosystémiques. Et là, je vais vous donner un exemple de biodiversité à la française. Donc, la biodiversité à la française, c'est cette photo que je vous ai mis là. Et si on la commence, cette photo, vous avez un verre de cognac ou de rosé, je ne sais pas. Ce verre, il a été fait parce que les habitats marins produisent des services écosystémiques, fabriquent du sable, et le sable a été chauffé, peut-être avec du bois, service écosystémique de la forêt, pour créer un verre. Le vin qui est dedans, il a été cultivé sur une vigne grâce au sol qui fournit des bases échangeables, des- la base de la croissance des végétaux. Le fromage, eh ben, il a été fait comment? Il y a un animal, un bovin ou un ovin, qui est allé sur un service écosystémique qui s'appelle prairie, qui a brouté de l'herbe. Cette herbe, elle poussait grâce à de l'eau qui venait du ciel. Sur cette assiette, vous voyez des fruits. Je ne vois pas très bien ce que c'est. Ces fruits, ils ont pu pousser parce qu'il y a des insectes qui assurent gratuitement le service écosystémique de pollinisation et de reproduction des fleurs de l'arbre et donc des fruits. Voilà. Celui, ça a l'air d'être des baies ou du raisin. Voilà, ou du raisin. Voilà. Et donc, le déclin de la biodiversité, on ne peut pas dire qu'il n'est pas lié au changement climatique, mais il est d'abord lié à la perte de ces habitats, à la perte de ces pelouses, à la perte de ces prairies, à la perte de ces forêts, à la perte de ces milieux marins. Et quand ces habitats ne sont pas perdus, ils peuvent être très fragmentés. Euh, et le déclin de la biodiversité, il est là. Et la biodiversité, ce n'est pas simplement un gadget, c'est ce qui nous permet de vivre, d'avoir des repas comme la photo que vous avez. Donc la biodiversité, c'est tout simplement notre manière de vivre. Si on perd la biodiversité, on perd notre même manière de vivre. Donc la biodiversité, c'est pas la nature. La biodiversité, c'est notre mode de vie au quotidien. C'est un peu simpliste, hein, mais je voulais vraiment vous donner les points principaux qu'il fallait retenir sur la biodiversité avant de passer du coup plus à la partie suivante qui est un peu le mélange des énergies renouvelables et de la biodiversité. Donc, je vais en prendre deux, hein. Ici, l'exemple du photovoltaïque, et puis après, on parlera un petit peu plus de bois d'arbre, j'ai envie de dire. Alors, le photovoltaïque, il est très intéressant en montagne, parce que vous êtes tous allés en montagne, hein, et vous avez vu qu'il y a plus d'irradiation. Vous avez besoin de mettre de la crème plus que quand vous êtes à Gap, si vous êtes sur un sommet de la barre des écrins. En montagne, les températures sont plus basses et un panneau solaire, il déteste travailler au chaud, il a besoin de fraîcheur. Plus il fait froid et plus il y a du soleil, plus il travaille bien, plus il a un bon rendement. Donc en montagne, le photovoltaïque, c'est assez intéressant. Par contre, ça n'a pas beaucoup de rendement. Les maisons qui sont équipées, en général, en photovoltaïque, sont équipées à 3 kg, donc 3000 watts. Ah, ça a changé là. Voilà. Sont équipées à 3000 watts. Et 3000 watts, un lave-vaisselle de très bonne qualité, ça a changé encore là. Oui, oui, excusez-moi, c'est parce que je dois admettre quelqu'un et ma souris ne veut pas. Désolée. Voilà. Un lave-vaisselle très moderne qui consomme peu, c'est 2000, 2200 watts. Une cafetière, c'est 1000, 1200 watts. Donc, en instantané, 3 kilos, c'est-à-dire une dizaine de panneaux posés sur une maison, c'est pas grand-chose. Donc, en fait, la rentabilité financière du solaire, elle est surtout liée
euh, au parc photovoltaïque. Et du coup, les personnes qui veulent faire de la rentabilité financière veulent plutôt se tourner vers les parcs photovoltaïques. Mais par contre, ces parcs photovoltaïques, eh ben, ils sont mis sur des habitats naturels. En bas à droite, vous avez un équipement d'un alpage. Ils ont aussi déboisé un peu de forêt pour refaire ça. Donc, on est en pleine perte d'habitat et des écosystèmes et des services écosystémiques pardon, rendus par ces habitats. Donc, on perd ou on fragmente encore les habitats agricoles, pastoraux ou forestiers. Dernier point sur le photovoltaïque, ne pas confondre le solaire photovoltaïque qui produit de l'électricité avec le solaire thermique qui sert à chauffer de l'eau chaude. Et la différence est notable. Je vais vous donner un chiffre. Quand vous avez 100 joules qui arrivent au sol, donc, ou 100 watts, hein, l'énergie du soleil qui arrive sur Terre, un panneau photovoltaïque pour faire de l'électricité va en transformer 20%. Quand vous avez 100 joules, 100 watts, qui arrivent de l'énergie du soleil, le solaire thermique qui va faire chauffer de l'eau va en transformer 80%. Donc, c'est assez surprenant que sur les filières solaires de manière générale, le thermique soit si peu développé, alors que le photovoltaïque soit ultra développé. Dernier exemple pour terminer mon intervention. Je n'ai pas voulu tout de suite vous parler des chaufferies bois, plaquettes bois, etc. On pourra en reparler plus tard. J'ai essayé de vous donner un exemple plus original. Mais permettez-moi de commencer avec un petit contexte d'abord. Vous avez sûrement entendu que nous sommes dans une forte perte de séquestration carbone par la forêt. Donc on a à peu près, sur ces 30 dernières années, les forêts françaises ont perdu 25% de leur capacité de stockage du carbone. Tous les chiffres que je donne, c'est les chiffres du ministère, hein. Puisque je suis un agent assermenté de la fonction publique, je ne peux pas me permettre de prendre des chiffres qui viennent d'ailleurs, hein. Et sur cette période de 30 ans, si on fait un focus les 10 dernières années à peu près, hein, entre 2010 et 2022, là, la perte s'est accélérée parce que la perte, c'est de 50%. Donc, on a énormément d'arbres qui se sont asséchés, qui sont tombés, qui sont morts, etc. Vous avez tous vu les photos des grandes forêts d'épicéas ou de sapins dans les Vosges ou dans le Jura qu'on croyait à l'abri et qui sont devenus tout rouges, qui ont été attaqués ou pas par des scolytes, etc. Mais on a un vrai souci sur l'avenir de la forêt française aujourd'hui. Et c'est un souci ministériel, hein. C'est quelque chose d'assez important. Alors, un petit contexte agricole, avant d'arriver à mon exemple sur les écosystèmes et les énergies renouvelables. On a une perte très forte aujourd'hui du taux d'humidité des sols à cause de l'augmentation des températures. Ce qu'on appelle le SWI, c'est le Soil Wet Index, l'indice d'humidité des sols, que les agriculteurs appellent l'indice d'humidité agricole aussi, ils l'appellent également comme ça. Et donc, vous avez des sols qui ont de plus en plus de difficultés à retenir l'eau. Ce n'est pas que lié aux pesticides, hein, c'est lié aussi à l'évapotranspiration, même si les pesticides jouent énormément. Et finalement, ça se traduit par des pertes de capacité de production laitière, parce que les fourrages et la capacité de rumination des ovins ou des bovins sont ralentis. Et puis des pertes de culture quand vous êtes simplement en semences de culture normale. Et ça, ces pertes de production, elles sont constatées dans toute la France et même en montagne, hein. Chez nous, elles sont constatées. Alors, elles ne sont pas constantes, hein. Il y a des années où ça marche bien, des années où ça ne marche pas, mais en moyenne, ça diminue d'année en année. Alors, pourquoi utiliser les haies comme service écosystémique et comme ENR? Les haies, aujourd'hui, c'est à peu près le nouvel observatoire des haies qui a été créé au ministère de l'Agriculture est très vaste. Les haies en France, c'est à peu près 1 à 1,5 million de kilomètres de haies en France. On en a perdu 70% depuis les années 50. Ça, c'est les chiffres officiels de l'IGN à partir des photographies aériennes, puisque depuis 1950, on a des photographies aériennes. On était à un rythme qui s'est à peu près arrêté depuis 3-4 ans, mais on était à un rythme ces 10 dernières années de moins 10 000 km de haies par an, essentiellement pour agrandir les parcelles agricoles suite aux choix de politique agricole qui ont été faits en France. Il y a eu des scénarios, notamment par Negawatt, qui a été un des acteurs historiques du PETR, du Briançonnais, et Alter, pour faire des scénarios à l'horizon 2050
qui montre que si on recrée une structure de haie, alors là, vous avez la photo du bocage, du Chamsar, on va augmenter la rétention d'eau, donc on va protéger les sols, on va augmenter la qualité du sol, on va mettre de l'ombre au bord des parcelles. Vous savez sûrement qu'une vache ne rumine pas ou a beaucoup de mal à ruminer après 26 degrés. On va pouvoir faire du fourrage. Vous savez sûrement que quand vous coupez les haies, notamment les frênes en tétard, on appelle ça faire la feuille. C'est un très bon fourrage de fin d'été. Et puis c'est aussi un très bon médicament pour les intestins des animaux. Et puis ces haies qui sont entretenues, qui sont coupées régulièrement, elles vont fournir de la plaquette de bois. Et elles vont faire de l'énergie renouvelable. Donc on a vraiment un mélange de services écosystémiques pour aider nos agriculteurs qui sont de plus en plus en souffrance avec ces sécheresses, pour redonner de la capacité de stockage du carbone. Et les scénarios qui ont été calculés, c'est qu'à terme, si on remettait en 2050 un réseau de haies, je dirais, en bon état, on pourrait compenser, grâce aux haies, pratiquement 9,6% des émissions de carbone de l'agriculture. Je ne l'ai pas noté, excusez-moi, pas de toutes les émissions de carbone en France. Voilà, ça serait quand même intéressant. Et un autre chiffre que je n'ai pas marqué, l'énergie produite avec les plaquettes de bois pourrait représenter 15% de l'énergie consommée par le monde agricole. Donc, c'est cet exemple que je voulais vous donner sur les haies comme service écosystémique et biodiversité en lien avec des potentialités de ENR me semblait intéressant, mais on pourra dans la discussion parler plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la filière normale de la forêt. J'en ai terminé, je vous remercie, puis je vais passer la parole du coup, je crois, Mathilde et Ajma, à mon collègue Stéphane. Oui, Stéphane Boyer de l'Office français de la biodiversité. Les impacts. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je travaille à l'Office français pour la biodiversité. Enfin, c'est pas pour, c'est de la biodiversité. Je me trompe souvent également. L'OFB, pour faire plus simple, a été créé en 2020 et le résultat d'une fusion, on va dire pour faire simple, entre l'ONCFS, qui était l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et de l'ONEMA, pour faire simple aussi, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, histoire d'avoir à peu près toute la biodiversité aquatique et terrestre, on va dire, dans son sac. Donc l'organisation de l'OFB, c'est un établissement public national sous tutelle du ministère chargé de l'environnement. Donc il y a une direction nationale, des directions régionales et des services départementaux, avec en moyenne une quinzaine de techniciens par département. Donc les missions principales, c'est la police de l'environnement, mais aussi des missions de connaissance et d'expertise et d'appui aux collectivités, on va dire aux politiques publiques, à l'État notamment, et dans les dossiers hydroélectricité, ça fait partie de nos missions. Donc nous, on intervient suite donc à des demandes d'autorisation d'installer une microcentrale. La DDT nous saisit donc pour avis sur le dossier, notamment sur l'étude d'impact. Donc nous, on rédige un avis donc sur le contenu, donc sur l'évaluation des impacts sur la faune, la flore et les habitats, et sur les mesures de ERC, comme on dit, d'évitement, de réduction et de compensation de ces impacts. Toutes les installations qu'on a dans les Hautes-Alpes sont soumises à autorisation, un minimum à autorisation loi sur l'eau, mais en général, c'est des autorisations environnementales qui regroupent plusieurs réglementations. C'est fait que dès qu'on dérive de l'eau, vu les volumes dérivés, on passe dans les seuils d'autorisation loi sur l'eau. Donc voilà, il y a toute installation hydroélectrique doit être autorisée. Donc moi, je vais vous parler des impacts de ces installations, sachant qu'il y a deux périodes d'impact. En fait, il y a les impacts en cours de réalisation du projet et les impacts pendant la phase d'exploitation. Donc pendant la phase de construction, donc en général, il faut construire une prise d'eau en travers du cours d'eau.
un bâtiment pour abriter la turbine et une conduite forcée pour relier la prise d'eau à la turbine. En général, cette conduite forcée, elle est enterrée. Donc, qui dit enterré, ça veut dire du terrassement, des fouilles, donc avec un impact sur tout on va dire toute la partie terrain qui est traversée, que ce soit de la forêt, des pâturages, des zones humides ou des pistes forestières, voire des routes. Donc les impacts ne sont pas toujours les mêmes. Ça dépend, après c'est des choix. Bon. Donc en phase de construction, on va avoir un impact sur le milieu aquatique, donc qui est lié aux travaux notamment de la prise d'eau, puisque il faut faire un barrage, couler du béton. Donc il y a des risques au niveau on va dire du béton qui partent dans l'eau, donc de pollution des laitances de béton. Il y a des risques également au niveau des matières en suspension, puisque bon, quand on terrasse un peu, il y a de la terre qui passe. Après, il y a aussi souvent, il y a une piste d'accès pour pouvoir accéder à la prise d'eau. Donc, des fois, on passe en bordure du cours d'eau. Donc, il y a encore éventuellement des impacts liés à ces travaux-là. La conduite, souvent, on passe également en partie au bord du cours d'eau. Donc, ça veut dire encore prévoir des protections pour qu'elles ne soient pas emportées par les crues. Donc, tout ça, ça crée un impact sur le milieu aquatique. On a donc après l'impact sur le milieu terrestre qui est lié donc aux travaux de terrassement pour la pose de la conduite et aussi pour l'installation, enfin le bâtiment d'usine, puisqu'il faut quand même faire des fondations. Donc il y a une emprise qui est pas très très importante, mais qui va quand même rapidement faire 200, 300 mètres carrés suivant l'importance du bâtiment. Donc au-delà de travaux de terrassement, il peut y avoir du défrichement, puisque quand il y a des arbres, forcément, on va les enlever. Des fois, c'est que de l'élagage, mais bon, souvent, on ne peut pas faire autrement. Donc, les arbres sont totalement enlevés. Donc là, c'est du définitif pour certains endroits, puisque derrière, après, ça ne repousse pas, on ne laisse pas repousser la végétation. Donc ça, c'était phase construction qui dure, suivant les projets, 1 à 2 ans en moyenne. Sachant que chez nous, en hiver, en général, il n'y a pas de travaux, donc la période de réalisation des travaux est relativement courte. Ensuite, il y a les impacts durant la phase d'exploitation. Donc, ça veut dire, la première chose, quand on fait une prise d'eau et qu'on dérive de l'eau, c'est quelle quantité on va devoir laisser dans le cours d'eau. Donc, il y a ce qu'on appelle un débit réservé qui est laissé au cours d'eau. Ce débit réservé, il ne peut pas être en dessous de 10% du débit moyen du cours d'eau. Ça, c'est le minimum. Mais des fois, il est un petit peu plus important parce qu'on doit laisser ce qu'on appelle un débit minimum biologique. Donc, il doit quand même permettre à la vie aquatique de fonctionner normalement. Donc, il y a des protocoles pour évaluer un petit peu ce débit minimum biologique. Donc, dans les impacts qu'on va rencontrer, il y a le fait qu'il y ait un barrage, des problèmes sur la continuité. La continuité, c'est à la fois les poissons, mais aussi les sédiments, puisque le cours d'eau, en fait, transporte, dès qu'il y a des débits suffisants, des matériaux plus ou moins fins ou plus ou moins grossiers, suivant le sens où on voit la chose. Et le fait qu'il y ait un barrage, ça intercepte ces sédiments, ce qui pose quand même pas mal de problèmes d'érosion en aval et d'exhaussement au niveau du barrage, voire en amont, avec des travaux d'entretien, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc le fait de passer aussi en débit réservé, au niveau du cours d'eau, ça entraîne une baisse de la surface d'habitat disponible. Donc du coup, moins de poissons, moins d'invertébrés aquatiques, moins de nourriture s'il y a moins d'invertébrés pour les poissons, donc qui sont doublement touchés. Une baisse aussi des surfaces de frayères potentielles pour les truites, donc des zones de reproduction. Le fait d'être aussi en débit réservé, ça a un impact sur la température de l'eau, puisque du fait qu'il y ait moins d'eau, la température extérieure va agir beaucoup plus rapidement sur le peu d'eau qui reste. Donc en hiver, on va avoir des eaux plus froides avec un risque de prise en glace, et en été, surtout là avec le réchauffement, des eaux qui vont être beaucoup plus chaudes
et qui peuvent entraîner des mortalités. Alors, c'est pas encore arrivé chez nous, mais du moins des perturbations sur à la fois les poissons et les invertébrés, voire des développements algaux importants. Ensuite, le cours d'eau, quand il reçoit un rejet, une station d'épuration, s'il y a moins d'eau dans le cours d'eau, ce rejet sera moins dilué, donc il va y avoir un impact sur la qualité de l'eau, un impact également sur la capacité d'auto-épuration du cours d'eau, puisque au moins il y a d'eau dans le cours d'eau, au moins il va être capable de digérer cette pollution. Alors je dis le cours d'eau, mais c'est le cours d'eau et ses habitants, donc à la fois les algues, les invertébrés et les poissons, c'est tout un système qui permet d'auto-épurer en partie les eaux usées, enfin, le reste des eaux usées qui n'est pas totalement traité par les stations d'épuration. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la diminution du transport solide du fait du barrage, mais aussi on note souvent une augmentation du colmatage du substrat du lit en aval, puisqu'il y a moins de débit, donc s'il y a quelques affluents qui apportent des matériaux fins, on a ce qu'on appelle un colmatage du fond. Donc au lieu d'avoir des cailloux entre guillemets propres, on va trouver des particules fines entre les cailloux, et ça a tendance à asphyxier l'écosystème. Donc du coup, avoir un écosystème qui est beaucoup moins performant, beaucoup moins fonctionnel, avec tous les impacts, notamment sur l'auto-épuration et puis les densités de poissons, par exemple. Le fait d'avoir aussi moins d'eau dans le cours d'eau, ça a tendance à faire baisser la nappe d'accompagnement du cours d'eau, donc qu'on ne voit pas mais qui est sur les côtés. Et du coup, tout ce qui dépend de cette nappe d'accompagnement peut être perturbé, que ce soit des résurgences de nappes comme des adous, la ripisylve, ça arrive aussi des fois. Les arbres, quand on met un débit réservé, certains arbres n'ont pas des racines suffisamment profondes, et si le niveau de la nappe baisse, ils ont du mal à piocher l'eau, donc ils peuvent crever. Et puis après, si on a des captages d'eau potable sur le tronçon tout court-circuité, donc le tronçon bien débit réservé, on peut avoir aussi des problèmes sur cette alimentation en eau potable. Donc ça, c'était les impacts liés à la mise en débit réservé. Donc, au-delà, j'en ai déjà parlé pour le transport solide, mais il y a vraiment un impact important sur la continuité. Donc sur les poissons, ils peuvent plus monter ou redescendre s'ils sont bloqués au niveau du barrage. Donc pour des poissons qui ont besoin dans leur cycle biologique de migrer, c'est extrêmement embêtant. Alors nous, chez nous, c'est surtout la truite qui est touchée, puisque c'est le principal poisson migrateur. Donc c'est en fait l'accès aux zones de reproduction qui sont souvent sur l'amont des cours d'eau n'est plus possible. Donc c'est quand même pas mal embêtant. Et après, il y a l'effet contraire, ce qu'on appelle la dévalaison. Donc ces alevins, une fois qu'ils sont nés sur les têtes de bassin, quand ils veulent recoloniser le bas du cours d'eau, s'il y a un barrage au milieu et qu'ils partent dans la conduite forcée, ils se retrouvent turbinés avec l'eau et du coup, réduits en bouillie. Donc ça, voilà, c'est un impact qui n'est pas négligeable. Après, le fait que le barrage, je parlais d'engravement en amont des barrages, ce qui oblige les exploitants à faire soit des chasses de dégravement, donc d'ouvrir les vannes régulièrement pour essayer de faire passer les matériaux, mais du coup, ça entraîne quand même une pollution, qu'on dit mécanique, en aval, donc une grosse turbidité et des concentrations de matière en suspension qui sont quand même néfastes à l'écosystème aquatique. Voilà, globalement, j'ai fait le tour. Après, il y a aussi les éclusés. Alors, on est peu touché, dans le Nord, il y a 2 installations qui fonctionnent en éclusés, donc qui ont une retenue importante et qui turbinent aux heures de pointe, par exemple, qui ajustent leur production aux heures de pointe de consommation électrique. Donc, il y a Pont-Baldi, pour ne pas le citer, Maison du Roi. Donc, surtout l'hiver, on le voit, ils turbinent en fait le matin et en fin de journée. Et dans la journée, ils remplissent la retenue. Donc ça a aussi un impact puisque le débit du cours d'eau va varier dans la journée, surtout quand je dis il va varier, il varie en fait en aval de l'usine, puisque le tronçon débit réservé reste en débit réservé, mais en aval de l'usine, quand ils remplissent la retenue, il n'y a que le débit réservé entre la prise d'eau et l'usine, mais aussi en aval, pour Pont-Baldi par exemple, ça va du barrage jusqu'à la Durance. Donc on enlève de l'eau au cours d'eau une grande partie de la journée. Quand je dis au cours d'eau, ça va très loin, puisque les éclusés de Pont-Baldi et de Maison du Roi sont visibles dans la Durance jusqu'à Embrun.
et un marnage voilà, bi-quotidien. Donc ces variations de débit, ben, ça a quand même un impact aussi sur la faune et la flore. Ensuite, il y a d'autres impacts pendant la phase d'exploitation qui sont liés à la maintenance. C'est pas mal d'actualité parce qu'avec les coups d'eau, les crues qu'on a eues cet automne et au printemps, il y a eu pas mal d'engravements au niveau des prises d'eau. Il y a eu des érosions de berges qui ont par endroits mis à nu la conduite forcée quand elle longe en fait le cours d'eau, ce qui est quand même le cas à pas mal d'endroits. Donc ça veut dire des travaux en cours d'eau, des nouveaux travaux avec une artificialisation des berges, puisqu'en général, pour préserver une conduite forcée quand elle est en bord d'un cours d'eau, ben, on fait des enrochements, potentiellement bétonnés, donc avec toujours un risque de pollution pour les laitences de béton. Et voilà, du coup, c'est une course en avant et on s'aperçoit que ben, au début, il y avait 50 mètres d'enrochement sur ce projet-là, puis 10 ans après, il y en a 500 mètres. Quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est pas bon du tout pour le cours d'eau et puis même au-delà du cours d'eau, pour toute la ripisylve. Bon, après, je vous parlais aussi, vous mettre 2 mots sur les vidanges de retenue, ben, quand, comme Maison du Roi et Pont-Baldi, pour ne pas les citer, ben, de temps en temps, il faut vraiment vidanger la retenue, que ce soit pour des raisons d'entretien, donc de travaux sécuritaires au niveau du barrage. Donc, il faut enlever l'eau pour pouvoir un peu contrôler toute l'installation. Mais une vidange, ceux qui sont dans le coin, ils ont dû voir ça il y a 2 ans. Ça entraîne beaucoup de matière en suspension dans le cours d'eau avec une pollution et un colmatage du lit des cours d'eau et potentiellement des mortalités d'invertébrés et de poissons. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Alors ça, c'est surtout pour les gros barrages. Et puis, oui, après, il y a aussi ce qu'on a dit, l'incision du lit en aval du barrage, parce que du coup, en amont, les matériaux sont retenus, mais en aval, comme les matériaux sont retenus en amont du barrage, que ce soit un grand barrage ou un barrage plus petit, le lit en aval, il a tendance à s'enfoncer. Et donc, du coup, quand le lit s'enfonce, les berges, elles ont tendance à se casser la figure. Et donc, ce qui entraîne souvent des travaux de protection de routes qui passent en bordure, de ponts, de digues. Donc, ça coûte cher et puis c'est toujours impactant pour l'environnement. Alors, heureusement, quelque part, dans tous ces dossiers, ce qui est demandé dans les dossiers de demande d'autorisation, c'est donc aux pétitionnaires de proposer des mesures ERC, donc d'évitement, de réduction et de compensation, qui sont quand même là pour minimiser tous ces impacts. Alors, l'évitement, c'est par exemple, on s'aperçoit qu'à l'endroit où on voulait faire la prise d'eau, ou le bâtiment pour abriter la turbine, il y a une espèce protégée ou un habitat particulier, donc on la déplace, donc ça s'appelle, on évite en fait cet impact-là. La réduction, par exemple, je parlais des problèmes de continuité, donc pour réduire un petit peu ces impacts, de plus en plus sur les ouvrages récents, on leur fait mettre ce qu'on appelle un clapet basculant au niveau du barrage, donc ça veut dire qu'en crue, en fait, il s'efface à peu près totalement. Ce qui veut dire que les matériaux, ils arrivent à transiter. Pour les poissons, en mesure de réduction, en général, on fait faire des passes à poissons. Alors, c'est pas parfait, mais ça permet quand même, quand c'est bien fait, aux poissons de pouvoir remonter. Donc, avec un système de montaison, et il y a aussi des passes à dévalaison qui sont des fois inclus dans la passe à poissons, qui permet, ce que je disais, les alevins qui sont nés en amont du barrage de pouvoir coloniser la partie aval du cours d'eau. Et après, les mesures de compensation, c'est souvent lié plus à des zones humides. Donc, quand le projet il impacte une zone humide, le d'âge, donc le schéma directeur et d'aménagement de gestion des eaux, prévoit, si on détruit 100 mètres carrés de zone humide, de compenser à 200% la surface détruite. Donc, voilà, souvent les compensations sont liées à des surfaces humides. Je pense avoir fait le tour. J'ai été très rapide, je pense, mais si après il y a des points que certains veulent avoir un petit peu plus d'informations ou approfondir, voilà, ça pourra se faire dans les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour les interventions. Donc là, on va passer effectivement au temps d'échange, au temps de questions. S'il y a des réactions, vous pouvez lever la main ou y aller directement, ouvrir votre micro.
Wajma, je vais juste une précision. Donc, il peut y avoir eu des éléments de vocabulaire qui vous étaient pas clairs, hein. On a parlé de ripisylve, on a parlé de marnage. Donc, ça a été expliqué, hein, par Stéphane Boyer, mais peut-être ça a nécessité de clarification. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions de clarification. Et donc, sur l'application, hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas l'habitude, vous avez la possibilité de lever la main ou sinon de poser directement vos questions. Pour lever la main, vous allez en partie basse de votre écran et normalement, vous avez une partie qui s'appelle Réagir. Vous avez un petit cœur et là, vous pouvez cliquer sur Lever la main. Voilà, et c'est une façon de vous signaler pour poser vos questions. Donc, on va être attentif à vos demandes de questions. Oui, moi, je veux bien commencer. Vous m'entendez là? Oui, On vous entend. Oui, c'est quand vous avez parlé de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Là, ça m'a interpellé ce truc-là parce que il y a une grosse différence de rendement, hein. Vous avez parlé de 80% pour le solaire et de 20% à peu près pour le photovoltaïque. Et en plus, je suppose que ça doit être moins cher à faire, un panneau simplement thermique, hein. Et il n'y a pas tous ces matériaux qu'il faut aller chercher en Chine ou ailleurs pour le fabriquer, quoi. Donc, je voudrais bien approfondir un peu le sujet là. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus ces panneaux solaires là? Est-ce qu'il y a des difficultés pour, par exemple, générer de l'électricité avec la chaleur, par exemple, ou quels sont les usages qu'on peut faire avec cette eau chaude? Je le sais, hein, mais euh, une autre question, quand c'est l'été, vous avez plein de soleil et que votre eau elle est vachement bien chauffée et que vous n'en avez pas besoin à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. D'accord. Alors, en fait, c'est sur le premier volet de votre question, sur le volet financier. Si le photovoltaïque se développe autant, j'ai envie de dire, c'est parce que justement, il est pas cher. Et il est pas cher aussi parce que vous savez tous que dans le bâtiment, ce qui coûte assez cher, c'est la main-d'œuvre plus que le produit lui-même. Et en fait, mettre en place des panneaux solaires pour faire du photovoltaïque, pour faire de l'électricité, c'est très simple. Vous achetez des kits, c'est un élève de sixième vous le fait sans aucun problème. Alors pas si vous mettez de la revente d'électricité, etc. Mais c'est très très simple aujourd'hui de mettre des panneaux solaires. Les panneaux solaires sont de moins en moins chers. Ils sont faciles à faire. Alors ils sont faits notamment à base de silice. La silice, c'est quand même assez polluant parce que même si les traitements sont de moins en moins chimiques, il faut frotter pour arriver à une petite lame de cellules très fine. Et il y a énormément beaucoup de rejets dans l'eau des filtres qui sont utilisés. Mais ça reste quand même relativement simple à faire. Alors qu'un panneau solaire thermique qui va servir à chauffer de l'eau, vous avez donc le volet captation du soleil, mais vous ne chauffez jamais l'eau directement. En fait, vous chauffez un condensateur qui est dedans, avec un produit qui a un nom abominable, et je vous le citerai pas. Mais voilà, on chauffe en fait un produit, on chauffe pas l'eau directement. C'est un système d'échangeur, en fait, si vous voulez. Et il faut mettre aussi en place des, une cuve tampon pour stocker l'eau, etc. Et il faut, la plupart du temps, des gros garde-fous électriques pour deux raisons, sans aller trop vite. C'est que pour une raison, pardon, c'est que dans la majorité des cas, quand vous mettez en place un solaire thermique, vous mettez les panneaux solaires sur votre toit, l'eau est chauffée avec l'échangeur, mais la cuve qui contient votre eau chaude, pour l'eau chaude sanitaire, etc., ou le chauffage de vos radiateurs, la plupart du temps, elle est en bas au garage. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème électrique et que les pompes ne marchent plus, vos panneaux solaires qui sont sur votre toit vont continuer à chauffer, 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 chauffer. Et, et à la fin, votre eau chaude qui va arriver en bas, qui va circuler, elle va exploser. Et c'est pour ça que vous avez dans énormément de pays, et ça devrait être beaucoup plus développé chez nous, si vous êtes allé à La Réunion ou dans des pays d'Afrique, sur les toits des maisons, vous voyez énormément de kits où en fait ça fait comme un petit peu un lit avec un édredon au bout et puis vous le mettez de côté. Il est penché comme ça. Donc vous avez votre panneau solaire qui est comme ça et le gros boudin qui a l'eau chaude, il est en haut. Et au-dessus de ce boudin, il y a simplement une soupape, la même que sur la cocotte minute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité. L'eau chaude, elle part du boudin, elle circule dans les panneaux solaires, elle remonte
Et si jamais ça chauffe trop, eh ben, ça s'évapore. Vous Oui. n'avez pas, vous avez pas le problème Quoi. de la bonbonne d'eau qui est en dessous des panneaux solaires. Et la plupart des explosions d'ailleurs qui ont lieu chez les gens, c'est à cause d'un problème d'arrêt électrique et des pompes qui fonctionnent plus. Euh, voilà. Après, sur le rendement, oui, c'est assez surprenant, mais en effet, le solaire thermique est bien plus rentable que le photovoltaïque, mais il est plus compliqué à installer. Si je peux compléter ce que vient de dire Julien, techniquement, les systèmes qui permettent de générer de l'électricité à partir d'un système solaire thermique, donc en utilisant de la chaleur, il n'en existe pas à l'échelle individuelle, il en existe à l'échelle de parcs. Il y a des dispositifs dans un certain nombre de pays, les Espagnols l'ont développé, il y en a dans les Pyrénées. C'est un dispositif qui est pas complètement convaincant. Un des plus grands dispositifs prévus au Sahel, d'ailleurs, était de ce type-là, prévu par les Allemands. Dans les Pyrénées, vous avez un dispositif intéressant de ce type-là, où en fait, il y a de la chaleur, donc de la vapeur qui est générée à très haute pression et qui est stockée dans des très gros réservoirs qui permettent de donner un décalage de fourniture d'électricité. Et après, c'est turbiné. Après, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise la vapeur comme dans une centrale thermique à charbon ou à nucléaire. C'est turbiné pour régénérer l'électricité. Et en fait, ils stockent la vapeur et la chaleur dans ces très gros réservoirs et ils peuvent décaler de 3 à 4 heures la restitution énergétique en électricité, ce qui évidemment est intéressant pour l'opérateur. Mais l'ensemble du système, apparemment, d'après les études que j'ai pu voir, a un rendement qui est, c'est pas entièrement convaincant. C'est en Cerdagne que vous avez ce dispositif, ça existe aussi dans d'autres pays. Donc, en conclusion, en fait, vous me dites les panneaux photovoltaïques, c'est moins cher, globalement. Et en fait, on transforme plus vite l'énergie solaire en électricité, quoi. Puisque c'est immédiat, pratiquement, quoi. C'est plus rapide. Pour terminer aussi, je ne vais pas lancer une polémique, mais je vais donner un état des lieux aussi du photovoltaïque qui est très facile et qui se développe beaucoup. Vous verrez beaucoup de données contradictoires dont je vous fais part. Je n'ai aucune prétention d'y répondre. Un panneau photovoltaïque chinois, c'est-à-dire 95% des panneaux photovoltaïques qui sont installés en France. Il est fabriqué dans une usine en Chine qui, la plupart du temps, tourne au charbon. Donc, on dit en général que pour fabriquer 1 mètre carré de panneaux photovoltaïques, la Chine a besoin à peu près d'émettre 600 kg de carbone. Ah ouais. Voilà. On dit que les panneaux qui sont plus vertueux, qui sont fabriqués en Allemagne, en Europe, ou en France, parce que nous, notre énergie, elle est nucléaire, c'est un autre débat, mais c'est un constat. Le panneau photovoltaïque, quand il sort, quand les 1 mètre carré de photovoltaïque sortent, il est plutôt de l'ordre de grandeur de 150, 250 kilos d'émissions carbone une fois qu'il a été construit. Ce qui veut dire que certains prétendent qu'un panneau photovoltaïque chinois, en gros tous ceux que vous avez installés en ferme aujourd'hui sur les fermes agricoles ou ailleurs, ou sur les grands panneaux solaires en montagne, en fait, sur leur cycle de vie de 30 ans, ne sont pas rentables. C'est-à-dire en 30 années, malgré qu'ils aient produit de l'énergie et évité une énergie carbonée, le coût carbone de leur construction ne sera pas compensé au bout de 30 ans. Et certaines autres personnes disent qu'avec les évolutions technologiques, etc., on commence à avoir des panneaux maintenant qui sont compensés. Quand vous les mettez en marche, et ben en fait, le bilan carbone devient positif au bout de 4, 5, 6 ans. Voilà. Donc, c'est des débats qu'il y a aujourd'hui, mais quand même, pour terminer sur votre question sur le solaire, la provenance et les méthodes de fabrication ont quand même un coût, on a quand même une importance sur l'approche globale de la biodiversité et du réchauffement climatique. Il ne suffit pas de regarder uniquement son, Oui. son installation chez soi. Et pour un individuel, par exemple, on a intérêt à mettre des panneaux thermiques pour l'eau sanitaire, par exemple, ou pour alimenter notre lave-linge, notre lave-vaisselle, pour éviter de chauffer l'eau inutilement, quoi. Ça vaut le coup de faire ça. Ah, c'est sûr que ça vaut le coup et il faut être un peu vaillant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se mettent là-dedans. Sur les Hautes-Alpes, j'ai pas connaissance. Alors, il y a sûrement des entrepreneurs qui le font de manière individuelle. D'ailleurs, j'en connais. Je sais qu'il y a une petite scope à Digne qui est vraiment spécialisée là-dedans pour faire des systèmes justement où il n'y a pas de pompe électrique
et où le ballon d'eau chaude est au-dessus du panneau photovoltaïque. Je pense que la majorité des personnes qui mettent en place, et qui travaillent très bien, qui mettent en place du solaire thermique, ont un système normal où la cuve est dans la cave et les panneaux sont en haut. Je vous propose qu'on revienne quand même effectivement beaucoup sur le lien avec les questions de biodiversité, puisque c'était notre sujet, et tout ça est pertinent par rapport à l'impact global, en n'oubliant pas par exemple aussi effectivement par rapport à ce qui a été présenté en hydroélectricité, que dans les impacts secondaires qu'évoquait Julien maintenant, donc on parle d'empreinte en fait, hein. Dans les notions d'empreinte, par exemple, il va y avoir les matériaux de construction pour l'hydroélectricité lorsqu'on fait du béton. Il y a l'ensemble de ce qui est mobilisé pour l'ensemble des chantiers, qui a aussi une empreinte, et cette empreinte, ailleurs, peut-être pas dans le territoire, mais ailleurs, elle a des impacts de biodiversité, en dehors d'avoir des impacts en termes de gaz à effet de serre qui viennent d'être évoqués. Donc tout ça, c'est l'analyse complète de ce que peuvent être les impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité. Il faut prendre en compte toutes les dimensions et bien entendu aussi le transport des matériaux, etc., etc. Voilà. On peut continuer sur les questions. Moi, j'ai compris qu'il n'y avait que des inconvénients à faire de l'hydroélectricité, hein. Après une demi-heure de discussion du monsieur, là, il n'y a que des emmerdements avec ce truc-là, quoi. En gros, et, on n'a pas, et il vaut mieux pas le faire. C'est dommage. Ben, que des inconvénients, il y en a pas mal qu'on arrive, comme je disais, à réduire en partie. Mais à l'arrivée, il faut savoir que voilà, il restera toujours un impact. Donc après, il faut peser les avantages et les inconvénients et peut-être bien cibler justement les projets pour réaliser des projets qui produisent quand même pas mal d'énergie en ayant un impact pas trop important. Et la tendance, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est de développer beaucoup de petits projets qui ont quand même un impact non négligeable, mais qui produisent pas beaucoup d'énergie. Donc, voilà, c'est un peu le problème à l'heure actuelle. Comme le dit Stéphane Boyer, il faut faire très attention au dimensionnement dont on parle. On ne peut absolument pas dire que l'hydroélectricité n'a que des inconvénients. C'est lié en fait au contexte de mise en œuvre du projet, à la typologie du projet. Pour le reste, il est évident que c'est une énergie dont la source primaire est issue d'un cycle naturel, avec des questions que ça peut poser sur tout ce qui a été évoqué par Stéphane Boyer. Mais dès lors qu'on a des installations qui fonctionnent, on est sur des énergies qui sont effectivement au sens propre renouvelables et qui, par ailleurs, ont une capacité secondaire, en particulier pour les grandes installations, hein, on peut penser bien évidemment à Serre-Ponçon, à stocker le potentiel énergétique par le stock d'eau, sans parler même de ce qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais qui fait partie évidemment des choses importantes aujourd'hui dans les projets, de ce qu'on appelle, pour simplifier, le stockage énergétique gravitaire, c'est-à-dire en gros le fait de stocker de l'eau, et ça existe en France déjà, dans des barrages qui vont éventuellement repomper vers le haut quand on a de l'énergie, par exemple nucléaire ou solaire, qui est disponible, pour pouvoir returbiner dans le sens ultérieurement. Donc on a un ensemble d'avantages pour certains types d'installations, dans certains contextes. L'objectif d'une approche technique, scientifique, raisonnable consiste à regarder l'ensemble des conditions et de mettre les choses en balance. Et ce qui a été présenté correspond effectivement à l'ensemble des impacts qu'il peut y avoir sur des installations. Et il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit en France où de façon évidente on pourrait refaire Serre-Ponçon. On n'est pas dans cette configuration-là. Alors, il y avait Régis, je crois que c'était le premier à avoir levé la main. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Très bien. C'est une question qui est un petit peu confuse. Désolé pour ça. D'abord, merci pour les deux présentations qui étaient toutes les deux vraiment très très claires. En plus, on vous demande de venir nous parler en gros, comment est-ce qu'on peut réussir à produire plus d'énergie sur le territoire, alors qu'on comprend bien en vous écoutant que ça a des gros impacts environnementaux, donc ça va un peu à rebrousse-poil de votre profession. Euh, mais vu quand même qu'on est sur le territoire et qu'on on nous demande, la question qu'on nous pose, c'est comment diminuer notre consommation d'énergie, mais aussi augmenter notre production, donc comment équilibrer les deux. La question qui se pose, c'est de quelles ressources est-ce qu'on dispose sur le territoire pour augmenter la production
donc photovoltaïque et hydroélectrique, donc les deux ressources que vous avez présentées. Je me rends bien compte qu'on se place dans un cadre où la nature devient un bassin soit on protège, soit on exploite. C'est une dimension un peu réductrice. Mais voilà, si on se place dans ce cadre-là, quel est le potentiel en fait du territoire? Donc Briançonnais, Guillaume 3, Écrin, pour ces deux ressources. Et je me pose la question non seulement en termes d'extension des infrastructures, donc si jamais on devait installer des nouvelles infrastructures hydroélectriques ou photovoltaïques, mais aussi en termes de renouvellement des infrastructures existantes. Est-ce que il y a des infrastructures qui sont un peu vieillissantes et que ça vaudrait le coup de remplacer? Je pose la question notamment parce que moi j'ai toujours entendu dire qu'en termes d'hydroélectrique, on avait tout fait sur le territoire. Il n'y avait plus rien à exploiter. Voilà, désolé pour la longue question. Ben, concernant les cours d'eau, oui, il reste plus grand-chose pour des projets, on va dire, un petit peu importants. Donc après, il y a moyen peut-être d'améliorer le rendement de certaines installations plus anciennes, donc notamment en changeant les turbines, puisqu'il y a des turbines plus modernes qui ont un meilleur rendement. Mais bon, je suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais je sais qu'il y a des exploitants qui font ça. Ensuite, ben, peut-être sur bon, je suis pas trop pour les petits projets, mais certains justement peuvent être intéressants. Alors, ce ne sera pas pour vraiment produire beaucoup d'énergie, mais ce sera quand même, bon, je pense notamment aux installations qui se font pour certains refuges, puisque il y a un petit développement qui se fait à l'heure actuelle sur des refuges avec des petites turbines. C'est quand même mieux d'utiliser le ruisseau qui passe à côté que de monter du fuel ou d'autres. Enfin, en général, c'est souvent du fuel pour faire fonctionner un groupe électrogène et avoir un peu d'électricité. Donc, ça a un petit impact, c'est clair, mais globalement, si on réfléchit, c'est plutôt positif. Donc, je pense que c'est ça, il faut vraiment réfléchir sur les avantages et les inconvénients. Ce qui est un petit peu dommage en matière d'hydroélectricité, c'est que bon, il y a eu les assises de l'eau il y a pas longtemps, où justement il y a eu une réflexion qui s'est faite sur les endroits où on pouvait continuer à équiper ou qu'on devrait équiper dans un futur, mais c'est il y a 15 ans que ça aurait dû se faire, où on aurait peut-être ciblé justement certains cours d'eau et pas d'autres pour des raisons d'impact. Et puis bon, ce qui est aussi un petit peu dommage, enfin c'est un peu mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont développés par des privés, ça aurait été quand même mieux que ce soit les collectivités qui prennent les choses en main et qui en tirent quand même un certain bénéfice. Enfin, les collectivités et les habitants qui sont impactés par cet aménagement, mais qui en tirent quand même un bénéfice plus important. Mais bon, maintenant c'est trop tard, donc. Mais je pense que oui, l'hydroélectricité pour des gros projets, c'est quasiment fini. Il y en a encore plusieurs qui sont un peu en stand-by, mais il va pas, allez, jusqu'en 2030, il va encore se passer quelques projets, mais après, ça va être, on peut dire, à peu près fini. Julien, tu veux compléter? Oui, bah, un peu dans la logique de ce que dit Stéphane, c'est-à-dire que sur les différents types de ressources qu'on pourrait utiliser, euh, on est dans le PETR, typiquement dans ce qu'on appelle une tête de bassin versant, on est vraiment tout en haut, donc on a de l'eau pour faire de l'hydroélectricité. Sauf que l'hydroélectricité, je rappelle que la loi, c'est 10% le débit réservé, dont parlait Stéphane, et je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais 10%, ça veut dire que quand il y a 100 litres d'eau qui coule, vous avez le droit de laisser 10 litres dans le torrent et vous en prenez 90 que vous enlevez du torrent, même si vous le rendez après la turbine des dizaines de kilomètres plus bas à certains moments. Ça veut dire que les services écosystémiques, la biodiversité de vos rivières, les nappes phréatiques qui sont utilisées pour l'eau potable, pour l'abreuvement des troupeaux, pour l'épuration de l'eau, en faisant ce choix énergétique-là, vous faites un choix d'enlever un autre service rendu par la nature. Donc il faut vraiment faire le choix. Alors parfois il peut être fait, parfois il ne peut pas être fait. Mais voilà, c'est un choix. On est en tête de bassin versant, on est en montagne, donc en plus de l'eau, on a, surtout dans le brillant soleil, beaucoup de soleil. Donc on a aussi la tentation de vouloir faire du solaire. Le solaire, tant qu'on ne le fait pas au détriment d'habitats sur des milieux naturels, alpage, forêt, etc., il y a déjà des projets de défrichement sur vos territoires.
ben, on va se priver d'un service écosystémique de la forêt qui aujourd'hui devient essentiel, parce qu'aujourd'hui, c'est la forêt qui devient un des conteneurs les plus importants pour stocker l'eau. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec la baisse des précipitations sous forme de neige, l'élément de stockage qu'on appelle la neige, qui stocke l'eau, est de moins en moins important. Et donc, pour stocker de l'eau et la déstocker plus tard, il faut un autre conteneur. Et l'autre conteneur qui commence à pallier au manque de neige, c'est la forêt, à travers son sol, ses racines, où on stocke l'eau. Donc, pareil, c'est un choix. Est-ce qu'on enlève un écosystème de forêt en faisant, par exemple, du bois plaquette, ou est-ce qu'on conserve la forêt? Il y a du soleil chez nous, est-ce qu'on fait du photovoltaïque, est-ce qu'on n'en fait pas? Donc, en fait, si on raisonne plutôt, quels sont les services écosystémiques que me rend la nature? Comment j'équilibre ça? Je pense que ça serait une logique plus intéressante pour amener les pétitionnaires à choisir. Et pour conclure sur ce que disait Stéphane, je partage tout à fait avec lui la tristesse du fait que les projets d'énergie renouvelable sont toujours des projets de production supplémentaire d'énergie, qui ne sont pas toujours liés à des projets de territoire, alors que là, ce soir, on est vraiment sur un projet de territoire. Donc, ça va à l'encontre de ce que je dis, mais dans la majorité des cas, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour faire une microcentrale ou une hydroélectrique ou un parc photovoltaïque, etc., il amène de l'énergie en plus. Le maire de la commune vient, il n'a même pas un crayon, il n'a strictement rien. Il a donné une délégation, il y va en slip, il signe pour 30 ans et il a des royalties. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc c'est dommage que ça ne soit pas un projet de collectivité, parce que dans les collectivités, il y a beaucoup de gens qui sont très créateurs, très inventifs, qui connaissent leur territoire, qui savent s'il faut un endroit miser sur la forêt, miser sur le soleil, miser sur la rivière. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont pas consultés en fait quand des projets restent privés. Voilà, c'est peut-être un peu une réponse de Normand que je vous ai fait, Régis, mais vous vouliez balayer les différents potentiels. Biomasse, j'y crois pas trop. Donc la biomasse issue du monde agricole. Mais voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu à votre question. Merci beaucoup. Donc, on va continuer sur les questions pour pas trop tarder. On a encore 3 mains levées pour l'instant. Maxence, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Maxence, on ne vous entend pas. Bon, peut-être pendant que vous réglez votre problème de micro, on va passer la parole à Jean-Pierre. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonsoir. Merci pour vos présentations. On parle de territoire, précisément, je voudrais savoir si vous ressentez une pression sur le parc national des Écrins et ou sur la zone d'adhésion au parc, d'une part, et peut-être éventuellement cette pression accélérée par la mise en œuvre des zones d'accélération des énergies renouvelables par les communes, donc qui pourraient créer de la pression, puisque l'État demande aux communes justement de proposer des situations pour créer de l'énergie renouvelable sur les territoires, hein, en anticipant sur des zones qui deviendraient des zones d'accélération. Et par rapport à ce qui vient d'être dit aussi, est-ce que cette question des zones d'accélération qui revient en partie à la main des municipalités, hein, des collectivités, justement ne répond pas à la question en disant mais si justement on demande aux municipalités de proposer des sites, des modes de production d'énergie renouvelable, est-ce que justement on ne rend pas la main aux acteurs du territoire plutôt que de la laisser aux industriels, pour dire vite? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est ce que je disais à un moment donné dans la présentation, c'est-à-dire que la disposition de la loi d'accélération fait qu'il y a une animation territoriale. Dans chaque préfecture, hein, vous avez un monsieur zone d'accélération ou une madame, excusez-moi, il ne faut pas être genré. Vous avez un monsieur ou une madame qui est responsable de la politique zone d'accélération des ENR sur les départements. Donc, c'est très, très bien. Et ça permet justement le bilan. C'est un aspect très, très positif que je soulignais dans ma présentation, c'est qu'on a du coup un pilotage qui n'est pas uniquement laissé à des velléités, je ne vais pas dire privées, parce que la question, c'est pas privé. Il y a des privés qui travaillent très bien. C'est pas des velléités, je dirais, isolées qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qui est important. Donc là, on peut être dans une complémentarité. Si par exemple, il y a une super chaudière bois qui se met en place à un endroit et qu'il y a suffisamment de ressources en bois, d'accès au bois, pourquoi ne pas calibrer cette chaudière bois
pour la commune voisine, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de- justement d'arriver à ce pilotage. Alors, ce pilotage-là, il ne plaît pas tellement à certains pétitionnaires privés qui, eux, ont l'habitude d'appeler les communes en disant, moi, je vous propose tant de watts par année, ça va vous faire tant d'argent, vous signez là, je m'occupe de tout. Vous avez des communes, des petites communes du parc national, puisque votre question concerne le parc national. Vous avez des micro-communes. Alors vous êtes un petit peu riche dans le Briançonnais, j'ai envie de dire, mais vous avez des petites communes dans le Valbonnet, dans le Val-de-Marne, dans les Écrins. Vous avez un budget communal, s'il dépasse les 400 000 euros, c'est le maximum. Puis là, vous avez un micro-centralier qui arrive et qui dit, bah, tu signes, je te donne 100 000 euros par an. Donc le maire, enfin, faut se mettre à sa place, quoi. Donc voilà, c'est assez compliqué. Pour terminer pour le premier volet, d'ailleurs, je termine par vos premiers volets, je m'excuse, sur la pression autour du parc national. Oui, on la voit venir, mais on la voit venir sur toutes les régions de montagne où il reste des petits torrents, et comme disait Stéphane, il y a une tendance à aller sur des petits projets pour équiper tout ce qui peut l'être. Euh, on a des demandes contre les drapeaux bleu, blanc, rouge de la partie cœur du parc national. Vous avez un projet aujourd'hui qui est en construction à La Grave. Euh, la prise d'eau, elle est contre les limites du cœur du parc national. Moi, j'ai travaillé d'ailleurs avec le pétitionnaire. C'est un pétitionnaire que je trouve qui travaille bien. Mais le fait est que la limite est contre le cœur du parc national. Et on a des demandes. On a des demandes. Alors, une microcentrale hydroélectrique dans la partie cœur du parc national, c'est interdit par le code de l'environnement. Donc, l'exemple que je vous donne, il est vraiment en bordure. Il n'est pas dedans. Par contre, nous, on souhaite le développement de toutes petites turbines, notamment pour les sites isolés. Et c'est par exemple les travaux qu'on est en train de conduire au refuge de l'Alpe de Villard-d'Arène et de Chamoissière qui se sont groupés. Et chacun des deux refuges aura une toute petite turbine. Quand je dis une petite turbine, c'est des turbines qui tiennent dans un grand saladier. C'est ça la taille. Donc voilà, et ils vont turbiner au maximum dans la rivière. Ils prendront 17 litres. La rivière qui monte vers les Agneaux, que certains d'entre vous connaissent très bien. Si vous y allez aujourd'hui, elle était à peu près à 100-120 litres seconde. Le turbinage pour ces refuges, ils prennent 17 litres. Donc on est bien loin du débit réservé où on pourrait prendre 90% de l'eau pour la turbiner. Donc nous, on est même un peu désolé qu'il n'y ait pas suffisamment en cœur de parc national de projets de Pico Central. On espère que le projet de turbinage de l'eau potable à Pré-Chaumette va aboutir et on espère que les projets de remise en état des très très vieilles picots centrales qui ne fonctionnent plus depuis des années au hameau de Dormiouz, que vous connaissez bien puisque c'est sur la vallée de la Haute-Durance, se mettent en place aussi. On aimerait bien, quoi. Pardon, je complète juste un instant. Et qu'est-ce qu'il en est de la pression pour ce qui concerne le photovoltaïque, donc dans le parc ou dans la zone d'adhésion au parc, et éventuellement même de l'éolien dans la zone d'adhésion du parc? Je ne pense pas dans le parc, mais peut-être dans la zone d'adhésion. Alors oui, dans le cœur du parc national, de toute façon, ça serait pas juridiquement possible comme les microcentrales. Mais c'est vrai que on commence à avoir arrivé, ben, notamment ces dernières années avec l'augmentation des parcs photovoltaïques, etc. On commence à voir des projets arriver. On n'a pas de projet de ferme photovoltaïque encore très, très fortes qui sont arrivées. Alors la dernière qui pourrait vraiment arriver, sur laquelle on a été consulté, en fait, c'est à Saint-Crépin, et Saint-Crépin, c'est en rive gauche de la Durance, c'est pas en aire d'adhésion du parc national. Voilà. Et puis on en avait une en aire d'adhésion du parc national qui était au pied des conduites forcées de Champcella. Vous avez le petit lac de Rama, là, c'était une carrière avant, je ne sais pas si vous avez ça en tête. Et là, ils voulaient mettre du photovoltaïque dans ce que les gens appellent la gravière de la Durance. Et ça, c'est interdit parce que l'arrêté préfectoral qui autorisait l'exploitation des granulats avait demandé une restauration depuis des années et des années. Et donc, on ne peut pas faire ce genre d'éléments. Voilà. Mais vous avez raison, on risque de voir arriver des demandes de dossiers. Et là encore, si le parc est soumis pour avis, son avis, il sera consultatif en aire d'adhésion. Mais nous, on aura une vision très service écosystémique, c'est-à-dire quel est l'intérêt de ce projet-là
est-ce qu'il détruit des habitats qui rendent d'autres services? Un projet qui se mettrait par exemple dans des prairies, prairies permanentes, qui sont des habitats essentiels à la biodiversité et à nos agriculteurs, nous, notre avis, il serait pas très favorable au projet. Après, si vous avez une implantation sur une friche, des anciens boisements qui n'ont aucune valeur, etc., un projet qui est bien intégré, qui ne se voit pas, et qu'il y a une vraie politique qui est à côté, c'est un peu du cas par cas. Mais la démarche qu'on a au Parc national, c'est bien d'avoir une démarche on vit dans un environnement, cet environnement nous rend des services, il peut nous permettre de produire de l'électricité, mais il nous permet aussi d'avoir de l'eau potable, d'avoir du bois pour le chauffage, pour tout ce qu'on veut, pour la charpente. À quel moment on fait attention à l'équilibre de ces services? Merci. Stéphane, un petit complément ou on continue sur les questions? Non, là, je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Julien, donc on continue sur les questions. Maxence, est-ce que votre problème de micro est résolu? Sinon, posez votre question dans la discussion écrite et puis on la transcrira. Ok, vous m'entendez, c'est bon? Ah oui, ça marche. Super. Non, alors moi j'avais juste deux choses que je voulais, peut-être ajouter, parce qu'il me semble pas les avoir entendues, et puis une question à poser. Donc c'est sur les barrages. Donc la première, c'est, il me semble, donc on n'en a pas parlé, mais je crois qu'il y a beaucoup de barrages aussi qui ont été conçus dans un but de pouvoir stocker de l'eau, et notamment je crois que pour Serre-Ponçon c'est le cas, stocker de l'eau pas dans un but de production d'électricité, mais de pouvoir l'utiliser pour de l'eau potable, de l'agriculture, etc. Et d'ailleurs, il me semble avoir vu des graphiques où en fait, quand on a plusieurs barrages qui viennent se superposer un peu sur une même rivière, en fait, ça crée des débits un peu étranges. C'est-à-dire que si vous regardez la courbe, ça fait un peu comme des entonnoirs qui s'emboîtent les uns dans les autres, parce que donc votre rivière, elle s'agrandit au fur et à mesure, enfin, elle a de plus en plus de débit. Elle arrive dans le barrage où on réduit son débit. Et puis, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, apparemment, en fait, au lieu d'avoir une rivière qui a de plus en plus de débit, bah non, en fait, ça vous fait une rivière qui a plus de débit, après moins parce qu'elle est stoppée par un barrage, et puis le débit augmente au fur et à mesure des affluents, etc. Voilà, c'est juste quelque chose que j'avais vu, je voulais savoir si c'était bien vrai. Et du coup, mon question vraiment qui porte sur les barrages, c'était qu'est-ce qu'il en est des barrages qui apparemment, pas des barrages, c'est pas des barrages, du coup, c'est des unités de production hydraulique qui ne se font pas avec vraiment un barrage, une retenue, un lac, mais qui se font plus un peu comme, je dirais, un moulin qu'on avait avant, etc. Voilà, j'espère que c'est clair. Je pense que c'est pour Stéphane plutôt. Allons-y. Donc pour la première partie, on a l'exemple, c'est la chaîne Durance, avec tous les aménagements entre le premier, c'est, on va dire, Serre-Ponçon, jusqu'à la confluence avec le Rhône. Donc je ne sais pas combien il y en a de barrages gérés par EDF, où effectivement, en aval de chaque barrage, le débit est réduit, il réaugmente un petit peu par les apports d'affluents et il est à nouveau réduit, mais le débit réduit augmente quand même au fur et à mesure, puisque c'est toujours ce débit réglementaire. Alors sur la Durance, c'est pas le 10e, c'est le 20e, mais c'est une histoire de gros cours d'eau. Mais du coup, voilà, c'est au droit de la prise d'eau, le débit, c'est un pourcentage du débit moyen, et au plus on descend, au plus ce pourcentage augmente. Donc il y a quand même une augmentation du débit. Il n'est pas le même à Espinasse qu'à Cavaillon, par exemple, dans la Durance. Je ne sais pas combien il y a à Cavaillon, mais à Espinasse, je crois qu'on est à, je ne sais plus si c'est 2 ou 4 mètres cubes, et à Cavaillon, on doit en être à une dizaine. Mais oui, il y a effectivement une réduction, et un cours d'eau comme la Durance, il est quasiment totalement débit réservé, du moins à partir de Serre-Ponçon. Mais débit naturel, mais on est dans un territoire complètement en amont de Serre-Ponçon pour ce qui concerne Donc, du point de vue de la connaissance des participants à ce webinaire, c'est tout à fait important de préciser ça. Mais je rappelle que le territoire de travail de ce projet n'inclut que les 3 intercommunalités du Briançonnais, des Pays des Écrins et du Guillestroy-Queyras. Et donc, même Lambrunais n'est pas dans le territoire de travail. Ce qui n'empêche pas de comprendre les enjeux. Merci. Et la deuxième question, oui, c'était, c'est quelque chose qu'on n'a pas j'ai fait le tour vite fait, mais on n'a pas justement sur le territoire les
les anciens moulins qui sont équipés, donc en fait, qui ont une espèce de roue et il n'y a pas de grosse dérivation. Hein. L'eau, elle est dérivée sur quelques mètres et elle sert à faire tourner une turbine. Enfin, avant, c'était souvent une roue pour faire tourner une meule et ça, on n'en a pas chez nous, dans la partie nord du département. Mais bon, il y en a un certain nombre dans le reste de la France. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Stéphane, c'est que quand on parle de développement des ENR, dans les têtes de bassin versant en montagne, quand on parle de microcentrales, il ne faut surtout ne pas confondre avec les grands ouvrages de retenue d'eau. Un grand ouvrage de retenue d'eau, vous faites un barrage et vous ouvrez les vannes quand vous avez envie. C'est pilotable. C'est des gigawatts, c'est énorme. Les microcentrales, c'est 4,5 mégas au maximum, c'est tout petit, il n'y a pas de retenue d'eau derrière. On appelle ça du turbinage au fil de l'eau. C'est-à-dire que si sur 100 litres d'eau qui coule, vous en prenez 90, vous turbinez vos 90, vous ne pourrez jamais en turbiner plus. Il n'y a pas de retenue. Et vous ne pouvez pas dire je turbine le matin, le soir ou le machin. Vous turbinez quand vous avez de l'eau. C'est ça une microcentrale. D'accord? C'est pas pilotable. C'est pour ça que les microcentrales, de manière générale en France, produisent à peu près, bon, il peut y avoir débat, mais entre 1 et 3% de toute l'hydroélectricité de France des grands barrages. C'est-à-dire que vous prenez toutes les petites microcentrales qu'il y a de partout dans les vallées qui sont chez vous, que vous connaissez, et vous comparez ça à Grand-Maison, à Serponçon, aux ouvrages de la Maurienne, aux grands barrages du Drac, quand vous allez à Grenoble, etc. C'est presque rien, quoi. Et quand on compare les autres services écosystémiques qui sont rendus par les rivières de montagne, en termes de purification d'eau, par exemple, d'enrichissement de l'eau, c'est très important. Je terminerai avec un dernier chiffre. Quand vous êtes comme chez nous en tête de bassin versant, où les rivières prennent leur naissance, vous avez plein de petits filets d'eau. 2 filets en font un plus gros, 2 plus gros en font un très gros, etc., etc. Vous avez tous ce schéma de chevelu en tête. Et finalement, quand vous vous retrouvez à Aix-en-Provence, l'eau qui passe chez vous, là, à votre pied, sur l'immense rivière, eh ben, plus de la moitié de cette eau, elle est passée sur ces micro-chevelus tout en haut, en montagne. Et c'est là que l'eau elle a été enrichie. Et l'autre moitié de l'eau, elle arrive par les résurgences de fonds de bassin, etc., etc. Mais les propriétés physiques de l'eau, l'augmentation de la qualité de l'eau, la préparation de l'eau potable, etc., elle se fait en tête de bassin versant. Donc c'est vraiment essentiel de préserver ces têtes de bassin versant. Et c'est d'ailleurs la première phrase du plan pluriannuel de l'énergie qui demande de préserver les têtes de bassin versant. Et c'est la première phrase du SDAGE, schéma directeur Rhône Méditerranée Corse, qui demande de préserver les têtes de bassin versant. Merci. On avait Bruno. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir Bruno. Très bien. Oui, bonsoir Julien. Bon, moi ma question elle porte un peu sur en montagne, on vit tous, on boit tous de l'eau, on a tous des captages d'eau dans tous nos villages, hameaux et etc. Des fois il y en a même beaucoup, voire très beaucoup sur certaines communes. Et en fait, ces installations qui sont déjà en place, bon, on est même obligé de les décharger, de casser la pression. Est-ce que ce serait pas un potentiel exploitable, en sachant qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire et que ça changerait pas grand-chose, si ce n'est que on produirait peut-être un petit peu d'électricité. Alors, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être être envisageable d'utiliser déjà cette ressource en énergie, parce que la ressource en eau, on l'utilise. Et je me demande si quelque part sur sur notre territoire qui est quand même bien concerné par cette gravité, on n'arriverait pas à avoir un petit projet de quelques je sais pas des quantités, mais si ce serait intéressant ou pas. Merci Stéphane. Oui, ben, c'est des projets qui se développent. Il y en a quelques-uns qui se développent. Il y en a sur Briançon notamment qui est fonctionnel, parce qu'il y a quand même une partie de l'eau potable de Briançon qui est turbinée. Il voulait développer un autre projet sur un autre captage. Bon, je ne sais pas si ça va pas se faire ou si c'est juste un peu retardé. Mais il y a des possibilités, oui, sur certaines communes, quand les captages ils sont un petit peu suffisamment hauts et les réservoirs plus bas, de turbiner cette eau, que de toute façon elle est prélevée, elle passe dans des conduites, donc au passage, si on peut faire un peu d'énergie, c'est pas plus mal. Il y a aussi des projets, il y a des essais. Alors je sais pas s'il y a vraiment
des installations qui fonctionnent, mais sur les eaux usées. Je sais que c'est quelque chose qui a été étudié. Alors après, il y a d'autres problèmes avec les eaux usées, voilà. C'est pas des eaux claires et bon, il y a des problèmes de colmatage, bon. Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc il y a des petites choses qui vont se développer qui n'auront pas d'impact. Donc tant qu'à faire, effectivement, si on peut développer des projets qui soient rentables, autant le faire. Une fois que l'eau elle est captée, dérivée, que ce soit pour l'eau potable ou pour quand c'est des eaux usées. Aux eaux usées, il y a un exemple, hein, c'est bon, je sais pas si un jour il se fera quelque chose. Hein, c'est on sait très bien que les eaux usées des stations de ski autour de Briançon descendent à la station d'épuration de Briançon. Donc il y a quand même une certaine hauteur. Une hauteur de chute, puisque ça compte pas mal pour produire l'énergie, c'est une histoire de débit et de hauteur de chute. Donc il y a de la hauteur, que ce soit Mont-Genèvre ou Toussaint-Chevalier. Est-ce que voilà, il y aurait pas quelque chose à faire là-dessus? Bon, mais je pense qu'il y a des gens qui étudient un petit peu ça. Bon, est-ce que ça verra le jour? Je sais pas. Mais eau potable ou eau usée, voilà, il y a des gens qui cherchent en tout cas. Hein. Ouais, et moi, je rajouterai un élément, c'est que quand on parle énergie, euh, on parle vraiment de variabilité. C'est-à-dire qu'en fait, de manière générale, on a rarement de problèmes énergétiques en dehors des pics de consommation. Et ces pics de consommation, ils ont deux grands ordres. Ils sont d'abord souvent saisonniers. Vous utilisez plus l'électricité en hiver que pour allumer votre maison qu'au mois de juin, quand il fait nuit à 22 heures. Et puis, au niveau de l'eau, par exemple, quand vous vous levez le matin et quand tout le monde rentre à la maison le soir, vous utilisez plus d'eau, que ce soit pour l'alimentation ou pour votre douche, que dans la journée. Et en fait, quand on raisonne énergie, il faut aussi qu'on raisonne module de complément d'énergie à l'énergie, on va dire, principale. Et le turbinage de l'AEP, donc de l'alimentation en eau potable, c'est surprenant qu'ils ne développent pas autant parce qu'en plus, quand on ouvre les robinets d'eau potable le matin ou le soir, c'est au moment, par exemple, où le photovoltaïque ne marche pas très bien. Euh, et puis, ça permettrait donc, du coup un petit complément à ce moment-là. Et je pense que si ça ne se développe pas autant que ça, je pense que c'est simplement pour des questions on va dire, de marché. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises qui font du turbinage, ils veulent turbiner gros et faire des watts, surtout qu'en ce moment, le prix de l'énergie monte énormément. Donc, ils sont intéressés par des gros projets. Et c'est là où je reviens un peu sur l'intervention d'un collègue de tout à l'heure sur la planification. C'est que je pense que des projets de planification comme ZAENR ou PETR sur son territoire peuvent peut-être lancer des projets groupés. Parce qu'un pétitionnaire, je suis sûr qu'il peut venir s'il fait 5 alimentations en eau potable chez Bruno Bouchard, s'il en fait 4 chez Monsieur Songuero, et s'il en fait 3 autres voilà, chez Maxence, etc. Et je pense qu'il faut, c'est le principe de l'économie de marché, hein, que ça nous plaise ou non, il faut massifier. Je crois que les économistes parlent comme ça. Très bien, merci beaucoup. Alexandra. Bonsoir et déjà merci beaucoup pour ces présentations et ces échanges. Je voulais un peu mettre en perspective ce qui a été discuté et sur des enjeux de plus long terme parce que là on est quand même dans une réflexion de produire plus d'énergie et comment. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'équation idéale et que en fait améliorer d'un côté implique de renoncer par ailleurs sur des enjeux de biodiversité ou autres. Et que, voilà, toutes ces interdépendances rendent la chose très compliquée et que sur le long terme, il y a quand même un enjeu de préservation et de réduction de la pression sur nos ressources naturelles. Du coup, sur des territoires comme les nôtres, qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes d'économie circulaire et d'optimisation de la gestion des ressources et notamment sur tout ce qui est approche écologie industrielle, de mutualisation, de rationalisation des processus de production, de mise en commun, d'approche un peu plus collective entre différents acteurs industriels qui, certes, sont pas forcément très nombreux sur nos territoires, donc ça peut être très compliqué aussi.
Est-ce que vous voyez des perspectives à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des choses sur le territoire où vous travaillez qui sont déjà avancées? Ou, ou est-ce qu'on est face à une équation très compliquée à ce niveau-là aussi du fait des gisements et des flux, et du nombre d'industries présentes, et des difficultés à mutualiser et d'avoir une gestion raisonnée? Alors, vaste question. Oui, qui sort peut-être un peu du sujet parce que je crois que vous avez l'intention d'aborder lors d'un autre webinaire plus ou moins ces questions-là, mais voilà, c'est un peu mettre en regard cette approche qui vise à toujours plus par rapport à une vision de plus long terme où on sait qu'à un moment donné, les innovations technologiques et l'augmentation de ces pressions, on sera face à une réalité. Oui, alors, sans préjuger d'un autre webinaire, vous avez raison de faire le constat que de toute façon, ce n'est pas la technologie qui nous permettra de mieux gérer nos ressources naturelles et donc nos capacités à produire de l'énergie. Et que la question fondamentale, c'est bien de réduire notre consommation. Et si je me remets en tant que fonctionnaire sur les textes officiels de mon ministère, dans également la phrase d'introduction du plan pluriannuel de l'énergie, c'est marqué clairement, nous ne sortirons pas des problèmes énergétiques sans une politique de réduction de la consommation. Vous pouvez le lire, hein, plan pluriannuel de l'énergie, introduction, c'est une des premières phrases. Sauf que les politiques qui ont été mises en place ensuite, c'est essentiellement sur de la nouvelle production et non pas sur de la réduction. Lors de la réduction, il y en a quand même. Le monde industriel, par exemple, a énormément réduit ses consommations électriques. Ils le font aussi parce que ça coûte très très cher. Demander le budget à une station de ski de l'électricité ou du fuel pour les dameuses, ça les fait pas rire, hein. C'est un coût qui est très 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 important. Donc de toute façon, comme on est de toute façon dans une phase de récession parce que nos ressources naturelles sont en train de diminuer, je vous rappelle que quand on parle de biodiversité, on est rentré dans la 6e extinction de masse. On le veuille ou non, c'est un constat. Et que notre nature, nos services écosystémiques nous rendent moins de services. Et quand on a moins de services, eh ben, ces services coûtent plus cher. Et ça coûte cher aux stations de ski, ça coûte cher aux agriculteurs, ça coûte cher à tout le monde. Voilà. Et donc, un des points aussi à prendre en compte sur le territoire, c'est qu'on est un territoire par définition touristique et on a un impact qui est externe, qui est énorme sur notre bilan. C'est-à-dire qu'un des énormes points, par exemple, du bilan carbone sur le PETR du Briançonnais, c'est les trajets du tourisme qui viennent chez nous et qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on pourrait, si on avait une volonté politique, pensant un trajet de train à Oux à 2 euros, je dis n'importe quoi, mais c'est de la politique. C'est un choix à faire. C'est des choix qui aujourd'hui ne sont pas faits, mais c'est pas propre au PETR du Briançonnais. C'est des choix plus vastes et globaux que vous soulignez, Alexandra. Et je comprends votre remarque qui est plus que légitime et permettez-moi de dire qui est essentielle sur ce volet énergétique. Peut-être juste, ouais, peut-être juste pour compléter. En fait, la question de réfléchir un peu, enfin, l'énergie dans sa globalité d'une certaine manière, c'est aussi un des objectifs scientifiques du projet. L'équipe dans laquelle je travaille, on fait notamment ce qu'on appelle des analyses de flux d'énergie pour essayer de regarder d'un point de vue vraiment quantité d'énergie, ce qui est produit, ce qui est transformé, comment ça transite, comment c'est utilisé sur le territoire, avec l'objectif de tester si avoir cette vision très axée sur la ressource de manière directe, en oubliant tout un tas d'autres aspects qu'il faudra remettre bien sûr ensuite dans la discussion, mais en tout cas d'avoir ce focus ressources à un moment. Est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça permet dans la discussion? Est-ce que justement ça va permettre de réfléchir des politiques énergétiques un peu différentes et comment on va arriver à avoir à nouveau cette vision un peu de tout le système d'un coup d'un point de vue de l'énergie. Donc c'est aussi des choses qui seront présentes plus tard au cours du processus, qui vont d'ailleurs arriver assez vite dans les mois qui viennent. En tout cas, de notre part, de venir avec ce type d'informations et de diagrammes pour essayer de réfléchir à l'énergie un peu dans sa globalité, dans tout le système, depuis production jusqu'à la consommation, sans forcément essayer d'équilibrer les deux, mais en tout cas d'avoir vraiment conscience de ce qui transite, et comment c'est utilisé, etc. Juste pour préciser ma question sur l'écologie industrielle,
je me demandais, alors je suis pas sur le territoire et je veux pas non plus vous faire perdre du temps là-dessus, mais je vois que par exemple, on a des zones sur le sans Val-de-Marne des zones d'activité économique. L'approche écologie industrielle, mutualisation des ressources, c'est vraiment une approche intégrée de la gestion de l'énergie, la révision des processus de production pour que ce soit plus rationalisé, etc. Serait pertinent. Et force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui s'y installent. On a par contre des gros consommateurs d'énergie qui sont très isolés dans certaines zones, etc. Donc ma question, c'est de voir est-ce qu'une approche écologie industrielle était pertinente sur des territoires comme le nôtre, que Briançonnet étant un peu plus dense d'industrie que là où je me trouve. Mais donc je me pose cette question-là aussi. Est-ce que c'est pertinent d'avoir une approche comme celle-ci sur nos territoires industriels qui est quoi. Après, se pose des questions de travailler les entreprises ensemble, d'identifier des synergies, de pouvoir les faire fonctionner, etc. Merci. On va juste dire un mot là-dessus pour conclure, peut-être par rapport à l'horaire. Donc, Il y a peut-être une dernière question de mais je crois M. Millet, je crois. qu'il avait déjà posé ses questions, mais peut-être d'accord, il en a Non, une autre. je veux bien reprendre la main un instant, Ouais, mais c'est pas pour poser une question. je vais C'est pas juste pour poser une question. Juste une question d'organisation. Je constate 17, 19 participants. Je le regrette beaucoup parce que c'était passionnant, vraiment très intéressant. Moi, j'ai été informé de ce webinaire par la liste de diffusion Info Chansor, par Niels Ferrand. Donc, très bien, merci qu'il le fasse à nouveau. Je suis volontiers la suite. Et est-ce qu'il serait possible pour les autres webinaires qui vont suivre d'avoir un petit peu plus de détails? Parce que le prochain s'appelle Paysage. Bon, ça peut vouloir dire tellement de choses, y compris en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui, que ce serait bien d'avoir le détail et éventuellement la possibilité de relayer cette information sur ces webinaires. Pour tout vous dire, je suis aussi commissaire enquêteur sur le département des Bouches-du-Rhône, pas sur le 05, mais je regrette que mes collègues commissaires enquêteurs du 05 n'aient pas pu y assister, probablement, parce qu'ils n'étaient pas informés et ça aurait été une formation intéressante pour eux. Oui, alors sur la communication des webinaires, c'est vrai que bon, ça se fait de mon côté via le site du PETR et via les réseaux et via les différents relais locaux sur le territoire, donc les associations locales surtout. Mais c'est vrai que bon, là, toutes les personnes qui participent, je les inclus dans une boucle de ce dialogue et elles reçoivent normalement toutes les informations avec les échéances à venir, etc. Donc, d'ailleurs, si les personnes que je n'ai pas encore, si vous pouvez laisser vos coordonnées mail dans le chat pour que je puisse les avoir, sinon je chercherai. Mais c'est vrai que c'est le challenge d'arriver à communiquer suffisamment en avance et de manière suffisamment claire. Pour le prochain webinaire, ce sera donc le 26 septembre sur comment concilier les enjeux de paysage avec la production d'énergie renouvelable. Là encore, on aura un peu plus de détails dans les jours à venir et je vous ferai une communication officielle dans les jours à venir. Et voilà. Et sinon, il y a l'agenda aussi du dialogue qui est disponible sur le site internet. Merci pour l'adresse mail que je vais vous remettre dans le chat également. Et voilà. Et sinon, les enregistrements aussi de chaque webinaire sont disponibles sur le site dans l'onglet les jeudis du dialogue. Ça aussi, je les remets dans les mails également. Et puis voilà, sinon, moi, je vous remercie pour les 19 participants, les 17 maintenant, également les intervenants. Et je pense qu'on peut conclure sur ça. Si personne n'a d'autres remarques, s'il ne reste pas des questions. Oui, je voudrais réitérer les remerciements donc, aux deux collègues du Parc national des Écrins et de l'Office français de la biodiversité qui ont pris beaucoup de temps pour préparer ces présentations, donc qui seront effectivement disponibles par la suite et qu'on va rediffuser. Merci encore. Très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.